bienvenue dans ce premier numéro du débat de jeudi à distance. Donc, nous parlerons spécialement aujourd'hui de la Guinée. Le 18 octobre va débuter l'élection présidentielle. Et pour participer aujourd'hui à cette émission, nous avons Kekeli avec nous. Bonjour Serge, bonjour chers internautes du débat du jeudi. Et James, qui est notre présentateur vedette, qui est en ligne aussi. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et nous sommes partis pour quelques petites minutes pour décortiquer l'actualité avec plaisir. Ok, excellent. Donc, le décor étant planté, nous allons directement dans le vif du sujet. Les chers amis, qu'est-ce que vous pensez de ces séances électorales qui vont débuter le 18 en Guinée? Kekeli, tu peux commencer. Donc déjà, pour moi, je salue d'abord le peuple guinéen pour cet rendez-vous de la Constitution qui sera pour le dimanche. C'est un calendrier constitutionnel de toujours passer par les élections dans un peuple pour pouvoir faire un changement à la tête de l'État. Donc, je les félicite d'abord pour cela. Ils ont respecté le calendrier constitutionnel, donc je les félicite pour cela. Mais si je reviens proprement pour l'élection en Guinée elle-même, je pense que Alpha Condé, le président sortant, vient déjà de briguer 2 mandats. Donc, pour moi, personnellement, je pense que c'était nécessaire de laisser la place à une autre personne pour briguer, pour aller à cette élection-là. Bon, ça, c'est à mon humble avis. Maintenant, on lui a posé lui-même la question, il dit qu'il n'est pas dictateur, qu'il est lui-même démocrate. Mais non, c'est à lui maintenant de nous expliquer ce que c'est qu'un dictateur, ce que c'est qu'un démocrate. Mais moi, comme je le dis personnellement, j'aurais aimé voir une autre personne à la tête de leur parti pour se présenter. Ça, c'est à mon humble avis. Ok, donc ça, on avait l'avis de Kekeli. James, et toi, qu'est-ce que tu penses du fait que le président actuel on sait qu'il a déjà effectué ses 2 mandats, et là, il se prépare pour encore un 3e mandat. Qu'est-ce que, on va dire, cet état de fait-là, qu'est-ce que tu ressens? Bon, personnellement, je n'ai pas de ressenti à avoir par rapport à cette décision, mais en tant que je parle en tant que journaliste, pas en tant que simple citoyen. Déjà, il ne faut pas se voiler la face. On n'a pas besoin d'aller par 4 chemins. Nous sommes dans une démarche anticonstitutionnelle et le président sortant Alpha Condé, il le sait bien, il sait qu'il a engagé une démarche anticonstitutionnelle. Mais hélas, il n'est pas le premier à le faire. Donc, il s'est inspiré de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il s'est inspiré un peu de ce qui s'est passé bien avant cette échéance électorale-là. Donc, le problème majeur, la question majeure qu'il fallait se poser, c'est de savoir quel a été le rôle de l'opposition. Donc, l'opposition est dans un fiasco et le vieux, il est en train de tenter son coup de force. Rappelons-nous que en tant qu'il a annoncé la révision de la Constitution, on se disait non, mais il n'a pas mentionné quelque part qu'il revenait. Donc, il a pris tout le monde à contre-pied et voilà, il a imposé son coup de force. Et malheureusement, la grande question aujourd'hui qui reste à savoir, ce n'est pas aujourd'hui, est-ce qu'il y aura élection le 18 octobre? Effectivement, il y aura l'élection le 18 octobre. Comme Kekeli l'a dit, on félicite le processus électoral qui est respecté le 18 octobre, mais l'après 18 octobre, je crois que ça va être très, très difficile pour le peuple guinéen, quel que soit le camp qui va gagner. Ok, donc on va dire pour la nouvelle jeunesse africaine, le fait d'avoir des mandats de trop devient un peu une question qui dérange, n'est-ce pas? Non, mais ça a toujours été comme ça. C'est la même situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je me loigne un peu du sujet, mais ça vaut la peine de le rappeler. On parle de la Guinée, pardon, mais c'est le même coup de force qui est en train de se dessiner en Côte d'Ivoire, qui se passe aussi en Guinée, mais sous un autre, sous un autre chapitre. Et ils sont en train de le faire d'une autre façon. Déjà, il faut souligner la division entre opposition
qui s'est dessiné aussi en Côte d'Ivoire et qui s'est répété en Guinée, où tout le monde ne voulait pas aller aux élections, on voulait boycotter les élections. Mais après, Sénégal Diallo s'est présenté. Donc, ça a quand même créé. Je crois qu'on va revenir sur ce sujet un peu plus loin dans le déroulement du débat, en tout cas. Mais quand on écoute James qui parle de la Côte d'Ivoire qui a entamé, n'oublions pas que cette même année, il aussi a eu les élections au Togo, voilà, où le président sortant a décidé de remettre encore son mandat en jeu. Donc, ça ne va pas débuter seulement de la Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est, si on veut suivre sa chronologie, c'est depuis l'ère du Togo que, on va dire, on a cette perpétuelle reprise des différents candidats sortants qui décident, des différents présidents sortants qui décident de se remettre encore en jeu. Oui, je suis d'accord, mais avec, je placerai un petit bémol parce que le Togo, l'histoire du Togo, effectivement, ça a commencé, ça n'a pas commencé là, mais déjà dans un passé proche, c'était déjà au Togo. Mais il faut rappeler quand même, c'est très important que le coup de force lancé par Alassane Ouattara et ses acolytes, en fait, a renforcé, a reconforté Alpha Condé. Effectivement. Ça a reconforté Alpha Condé. Si Alassane Ouattara avait lamentablement échoué, je crois que Alpha Condé allait prendre un peu de recul et agir autrement. Mais la victoire préannoncée d'Alassane Ouattara, qui a affaibli l'opposition et la société civile, a reconforté Alpha Condé dans sa position et il a dit, bon, si ça se passe déjà à côté de moi, alors pourquoi ne pas entamer? Et il ne faut pas oublier aussi le rôle que la CEDEAO a joué. La CEDEAO aussi a joué un rôle de complaisance. La CEDEAO a joué un rôle de complaisance. Si la CEDEAO, l'institution normalement, qui, entre griffes, je vais dire, dirige nos pays ou bien aide nos pays à aller vers une bonne gouvernance, si cette institution avait tapé du poing sur la table, je crois que et Alassane Ouattara et Alpha Condé ne seront même pas tentés de rêver d'un troisième mandat de force. On voit que pour ces élections-là, nous nous retrouvons avec près de 11 candidats pour cette élection en Guinée. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu trop ou est-ce que c'est l'éveil, on va dire, des Africains? Tout le monde veut être président, tout le monde veut changer les choses ou c'est plus pour les intérêts personnels? Bon, merci beaucoup d'abord pour cette question. Je crois que dans un pays démocratique, un pays où la liberté d'expression et la liberté des personnes est respectée, on ne peut pas dire parce qu'il y a 11 candidats ou plus de 11 candidats, c'est trop. Déjà, si la constitution du pays n'a pas interdit cela, je crois que chaque citoyen capable d'apporter sa contribution à l'édifice que le peuple est en train de construire est libre de poser sa candidature. Maintenant, est-ce que vous ne trouvez pas, je m'excuse, mais est-ce que vous ne trouvez pas le fait que ce soit les mêmes personnes, je vais parler de l'opposition par exemple, qui luttent pour les mêmes causes et qui décident de multiplier les candidatures, ce ne serait pas mieux de fédérer pour avoir une seule candidature? Effectivement. Bon, moi, je ne sais pas couper James, donc je vais juste répondre par rapport à cela. Moi, à mon humble avis, 11 candidats pour un pays comme la Guinée, moi, je pense que c'est un peu trop. Parce qu'en Afrique, nous n'avons pas besoin de trop de partis politiques. Parce que en réalité, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, que c'est ça le jeu aussi du système, OK, qui ne veut pas l'émergence de l'Afrique. Regardez, la démocratie ne vient pas d'Afrique, la démocratie vient de l'extérieur, la démocratie vient de l'Europe. Mais quand nous prenons des pays démocrates en Europe, aux élections, ils n'ont pas besoin d'avoir trop de candidats comme ça. Regardez en France, on a juste la gauche et la droite. Aux États-Unis, on a les démocrates et les républicains. Tu comprends? Voilà. Donc, si on veut copier, copions au moins ce qui est bien pour nous. Il ne faut pas juste copier parce que pour copier. L'avènement de la démocratie est venu en Afrique dans les années 90, que l'avènement de la démocratie est venu. Donc là, maintenant, je pense que ça fait maintenant 30 ans. On a déjà fait du chemin par rapport à cela. Donc, je me dis, pour moi, ce serait beaucoup mieux que l'opposition en Afrique, OK, s'organise
pour avoir au moins 2 ou 3 candidats pour pouvoir faire face au président du régime en place. Pour moi, je pense que c'est mieux. C'est pour cela que dans un avenir proche, notre mouvement, le débat du jeudi va lancer encore d'autres appels à cette conscience de la jeunesse pour leur dire non, vous n'avez pas besoin de trop de candidats dans l'opposition pour pouvoir faire la balance. Au moins 2 avec 3 personnes, ça nous suffit largement pour pouvoir confédérer l'énergie pour pouvoir aller chercher ce qu'on cherche. Ok. Revenons un petit peu sur les différentes candidatures. Hein, du côté de l'opposition, on a un poids lourd qu'on nomme Cellou Dalein Diallo. Est-ce que vous pensez que du fait qu'il faisait partie d'un mouvement qu'on appelle le FNDC, qu'on a bien sûr reçu sur notre plateau, avec qui on a eu beaucoup d'échanges, qui est présentement divisé, qui demande à ne pas aller à cette élection, et lui qui décide d'y aller, est-ce que c'est une trahison pour lui? Bon, mais avant de répondre à cette question, je voulais quand même un peu réagir par rapport à la réponse de Kekeli tantôt par rapport au nombre de candidatures. Alors, déjà, puisque votre question, elle tombe bien, la trahison entre l'opposition, s'il y a trahison vraiment, si déjà l'opposition, elle est divisée, impossible de former un bloc autour d'une cause pour aller battre le candidat sortant. Et n'oubliez pas qu'en Côte d'Ivoire, on a 4 candidats et 4 candidats, ça a été critiqué, commençant déjà par vous, Ivoiriens, et après par beaucoup d'autres personnes. Donc, je me demande qu'est-ce que nous voulons finalement. C'est une question d'éducation. Si déjà il y a une éducation politique qui essaie de recadrer ou bien de mettre cette jeunesse-là sur les bonnes actions à mener, je crois qu'on pourrait avoir une situation dans laquelle on a un bloc autour duquel on se bat contre le président en place. On n'a pas assez de temps, je ne vais pas assez développer. Donc, pour revenir à votre question, Cellou Dalein Diallo, pardon, qui a été membre actif ou bien partisan du FNDC, qui est un mouvement libéral, je rappelle. Donc, à un moment donné, il a dit à ses électeurs de déchirer les cartes d'électeurs. Donc, je me demande comment on va voter pour lui. C'est ma question. Puisqu'à un moment donné, il était du FNDC, il a demandé à ses électeurs de brûler, de jeter leurs cartes d'électeurs, ce qu'ils ont fait parce qu'ils l'ont suivi comme des moutons de Parnuge. Et aujourd'hui, Cellou Dalein se présente comme étant candidat face à Alpha Condé. Mais il oublie avec quoi ses électeurs, ses partisans iront voter. Ils ont quand même déjà jeté leur carte d'électeur. Donc, c'est ma réponse. Est-ce que le fait de boycotter, c'est pas aussi un moyen de lutte démocratique? Quand on parle de la démocratie, le boycott n'en fait pas partie? Boycotter l'élection, comme je l'ai dit tantôt, pour moi, ce n'est pas une politique démocratique pour moi. Pourquoi? Puisque normalement, quand on suit un petit peu, puisque presque tous les pays ouest-africains, c'est la politique française que nous suivons. Et donc, quand on regarde dans les marches pour la démocratie, tous ces éléments ont fait partie des différentes luttes qu'ils ont menées pour pouvoir atteindre le niveau qu'ils ont. Oui, je vous comprends, mais regardez, vous savez que participer à une élection, c'est un devoir d'un citoyen. Mais si tu ne participes pas à la vie de ta nation, qui va venir participer pour toi? Personne d'autre. Ta nation, c'est ta nation. Tu comprends? Donc, le mot boycott pour moi, c'est quelque chose que personnellement, je n'aime pas. Je n'aime pas parce que le régime en place, eux, ils ne boycottent rien. Eux, ils y vont. Eux, ils ne boycottent rien. Donc, cette politique, pour moi, je pense que ce n'est pas bien pour l'Afrique. Même si certaines personnes pensent que c'est démocratique, il faut qu'on enlève, surtout de la mentalité de cette jeunesse qui va prendre la relève dans peu de temps. Ce n'est pas correct. Ok, James, qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que tu penses plutôt de ce que dit Dotto? Oui, je suis un peu d'accord avec mon confrère Kekeli, mais moi, comme toujours, j'ai un petit bémol. J'accepte, mais avec un peu de réserve. Déjà, boycotter, c'est démocratique, c'est l'un des moyens
les plus efficaces qui a conduit à la victoire dans beaucoup de domaines. Il y a eu des boycotts, du boycott économique, politique, ainsi de suite. Mais est-ce qu'en Afrique, le boycott peut avoir son poids Oui, laissez-moi finir. Laissez-moi aller au bout de mes propos d'abord. Okay. Comme je le dis, c'est un moyen très efficace, mais qui a un revers. Il y a un revers de la médaille. Si par exemple, il faut choisir le timing. Il faut choisir le timing. Je vais prendre encore l'exemple le plus proche, celui de la Côte d'Ivoire, où on n'a pas choisi le bon moment pour boycotter. Chacun était parti dans ses combats personnels jusqu'à ce qu'on voit que Alassane Ouattara est en train de prendre le dessus. Maintenant, on veut boycotter les élections. Non, on ne peut pas boycotter les élections, comme il a dit Kekeli. La politique de la chaise vide, ça fait toujours mal à l'opposition. Donc, il faut choisir le timing. Est-ce que c'est pendant le processus de campagne ou bien le processus électoral, bien avant le processus électoral, quand le président est en train de se décider de prendre certaines lois? Bédier a été aux côtés de Alassane Ouattara et ils ont pris ensemble des lois qui punissent aujourd'hui l'opposition. Donc, c'est en ce moment qu'il faut boycotter. Le boycott doit avoir un timing. Maintenant, le revers, ce qui fait mal, qui fait que quelqu'un n'est pas du tout d'accord, c'est quand vous faites la politique de la chaise vide, ça frappe l'opposition. Et l'opposition, comme ce qui va se passer en Guinée actuellement, où l'opposant charismatique a déjà aussi pour les échéances futures, puisqu'on parle de parrainage, non pas de parrainage là-bas aussi. Oui, ça c'est encore un autre débat. Et même quand vous prenez la plus grande démocratie au monde, quand on dit au monde, les États-Unis, le boycott des Noirs au temps de Hillary Clinton a fait que Donald Trump est élu. Les Noirs n'ont pas voté, ils ont boycotté le vote et c'est grâce à ce boycott-là que les démocrates ont perdu. Donc, je reviens alors finalement à ce qu'a conclu Kekeli. Le boycott, finalement, ça fait mal, ça ne résout pas forcément les solutions. Mais comme je l'ai dit, il faut choisir un bon timing pour boycotter. Déjà, nous tendons à la fin de notre petite entrevue. Et avant que nous allons pour la dernière question, il faut savoir que maintenant, pour chacun de nos débats, nous allons, on va dire, pour détendre l'atmosphère, nous allons inclure quelques petites vidéos qui ont marqué en quelque sorte la semaine. Donc déjà, je vous invite à regarder cette vidéo. C'est en Guinée et ça se produit lors de la campagne électorale du président Alpha Condé. Voilà votre avis un petit peu sur ça. Non, mais je pense qu'il était vraiment content de voir le public tout et tout. Donc, il avait cette ferveur en lui, vous comprenez. Donc, quand l'hymne sonnait pour lui, ce n'était pas aussi ça. C'est ça. Cette vidéo démontre en réalité pour moi, l'état de la Guinée. Ça veut dire que nous avons des présidents. La Guinée a un président, mais qui n'est pas, il est là de corps, mais en âme et en esprit, il n'est pas là. Pour moi, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a juste résumé l'état de la Guinée. Mais James, qu'est-ce que tu en penses? Alors, déjà, il faut rappeler que ça, c'est déjà le résultat peut-être de cette élection-là. Lui, il n'est plus avec nous. Il était en train déjà de célébrer sa victoire parce que avec une foule devant lui, il est déjà à un autre niveau. Lui, il voit déjà l'après-élection. Il était déjà en train de festoyer sa victoire, si on peut le dire ainsi. Mais déjà, pour parler de principe, il nous donne peut-être raison. Il donne peut-être raison à ceux qui pensent qu'avec son âge, toutes les facultés ne sont plus en place. Et il peut donner raison à ceux-là parce que l'hymne national, franchement, ça se respecte. Maintenant, aller jusqu'à oublier que c'est l'hymne, peut-être si j'étais docteur, j'allais peut-être psychologiquement ou bien
analyser le fait dans un autre volet. Donc, il donne peut-être raison à ceux-là qui pensent que toutes les facultés ne sont plus en place. Mais de point de vue journalistique, je crois que c'était une victoire qu'il était en train de fêter, victoire avant victoire. Et c'est ce qui va peut-être, c'est l'enjeu même de l'après-élection. Donc, déjà, l'équipe de communication aura peut-être affaire à lui, même si ce n'est pas leur faute. Donc, Mais selon son équipe de communication, c'était juste une manière pour lui de démontrer qu'il se porte bien, puisque beaucoup de personnes mentionnaient son état de santé. Donc, il montrait aux gens que celui qu'on dit qu'il est malade, est-ce qu'il est capable de faire ce genre de gestes? Voilà, c'était un peu ça la justement, manifestation. mais il est allé, il s'est pris dans son propre piège. Si tu veux démontrer, il y a des chanteurs en Guinée, Grand P chante, il peut mettre une musique de Grand P et danser. Mais l'hymne national, ce n'est pas une musique de variété. C'est une C'est ça. musique qui se respecte. Maintenant, s'il voulait montrer aux gens qu'il se portait bien, il a mal choisi la musique. L'hymne national, ça veut dire, si vous dansez devant l'hymne national ou bien vous faites autre chose, c'est que vous êtes peut-être fou. Effectivement. Donc, Effectivement. Comme on va le mettre sur, qu'on appelle ça l'émotion. Voilà. Il était il y a un heureux, de comme l'a dit, voilà, quelqu'un dit de voir son peuple face à lui. Oui, 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 c'est ce que j'ai dit du point de vue journalistique. C'est comme si lui fêtait déjà sa victoire. Ouais. J'ai un de mes amis qui me dit souvent qu'on ne fait jamais de clip vidéo pour l'hymne national. Vous comprenez? Donc, effectivement, dans aucun pays au monde, vous n'avez jamais vu de clip vidéo pour l'hymne national. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose en réalité qui se respecte. Donc, déjà, pour moi, Alpha Condé a montré aux yeux du monde entier que, voilà, comme Jean de décrit, il n'a plus les capacités aptes pour pouvoir diriger le pays. C'est pour ça que je disais tantôt que pour moi, quand j'ai vu la vidéo, Alpha Condé a montré en 10 ans l'état de la Guinée. Voilà. Ah, là, vous allez un peu trop fort. Mais bon, là, nous allons, on va dire, à la fin de notre émission. Juste deux petites questions pour vous. Première question, quels sont vos pronostics, à votre avis, au soir du 18 octobre? Qui va-t-on déclarer vainqueur? Un ami a dit aussi que Bongo disait que dans un pays francophone, un président, ok, en exercice, décide, un président en exercice qui organise une l'élection présidentielle, c'est à lui de décider s'il doit perdre ou pas. Donc, je pense que si Alpha Condé, en tant que président en exercice, organise l'élection, donc je pense que il va se donner les moyens pour gagner. Donc, je me dis, avec fraude en plus, que Alpha Condé sera proclamé vainqueur. Vainqueur. Et James, toi, tu pronostiques qui? Bon, pronostic, je ne pourrais pas, autant que j'en puis juger, ça va être dans la main du peuple guinéen. C'est le peuple guinéen. Mais ce qui va aller en faveur de Alpha Condé, qui va peut-être entraîner une autre crise après, post-électorale, c'est les bulletins nuls parce que le peuple est fâché contre l'opposant Celo d'Alain Diallo. Et beaucoup, moi en tant que journaliste, j'ai investigué. Et ceux que j'ai rapprochés, beaucoup, ils ont promis quand même le bulletin vide, le bulletin nul. Donc, ignorant que ça va jouer contre eux. Donc, on peut lire entre les lignes de mes investigations quand même que Alpha Condé pourrait l'emporter. Ce n'est pas ma propre pronostic, c'est juste le reflet de ce que je vois sur le terrain que je suis en train de vous Mais relater. vous pensez qu'au soir de ces résultats qu'on proclame que Alpha Condé est encore le nouveau président de la Guinée, est-ce que ça va pas Ah, causer ou est-ce qu'on n'aura même, pas même peur de coup d'État? cette question-là est même valable pour la Côte d'Ivoire. Quel que soit celui qui va gagner le soir-là, il y aura une crise. Que ce Ça, c'est soit l'opposant, que ce soit Condé, il y aura quand même une crise. Même si la crise va durer quelques secondes, il y aura une crise. ça, c'est clair. Mais il n'y a pas de suspicion de coup d'État, puisqu'on sait que c'est un pays où très souvent, on va dire après, bon, c'est vrai que c'est produit plus pour des présidents décédés que les militaires ont pris la place, mais vous ne pensez pas aussi que du fait qu'on a un peuple qui va dans presque tous les sens, on a un groupe FNDC qui n'est pas d'accord,
d'autres candidats de l'opposition qui décident d'y aller, le parti au pouvoir. Est-ce que l'armée ne peut pas décider de faire comme une synthèse à tous ces différents blocs-là? C'est possible pour une armée républicaine. Si la Guinée, jusqu'à présent, a toujours une armée républicaine, l'armée peut prendre le devant de la scène. C'est tout à fait possible pour l'armée républicaine. Mais si vous n'avez pas une armée républicaine, alors là, c'est fini pour vous. C'est parti encore pour 5 ans, le mandat présidentiel pour Alpha Condé. Et c'est vraiment dommage, surtout pour nos pays Mais si francophones. on vous suit, Kekeli, ça veut dire que l'armée républicaine, c'est celle-là qui fait le coup d'État? L'armée républicaine, c'est celle-là qui prend le côté du peuple. Le peuple décide de faire la tenance. Un individu, un président de la République refuse d'accepter la tenance. L'armée républicaine prend maintenant le côté du peuple pour dire non. Le peuple décide de faire la tenance. C'est ça pour moi, l'armée républicaine. Voilà. Pas forcément l'armée qui fait un coup d'État, mais l'armée qui est aux côtés du peuple. Voilà. Pour moi, c'est l'armée républicaine. Ok, James, je voulais répondre là-dessus. Ou... Oui, j'ai quand même quelque chose à dire par rapport à cette situation d'un probable coup d'État de l'armée. Déjà, s'il devait avoir coup d'État, il faut déjà qu'on voie déjà les prémices. Il a été très intelligent, c'est un vieux très rusé. Je vais dire humblement qu'il a l'armée dans la poche. L'armée est derrière lui actuellement, donc le scénario coup d'État, je ne vois pas. Même s'il y aura coup d'État, ce n'est pas juste euh, actuellement, après les élections, peut-être pendant sa gestion des 5 prochaines années, encore qu'il n'a pas encore gagné. Donc, on est juste en train de faire de la supputation. Mais s'il gagnait et qu'il devait avoir coup d'État, c'est peut-être pendant la gestion qu'il commette vraiment des gaffes. Sinon, actuellement, je crois qu'il a su caresser l'armée dans le sens du poil. L'armée est derrière lui et puis il, il va gagner s'il devait gagner. Ok, donc déjà, vous nous avez donné un petit pan de ce que vous pensez qui va se produire comme scénario. L'avenir nous dira le dimanche, c'est le 18 octobre, et on sera là. Certainement qu'on se donnera rendez-vous une prochaine fois pour en parler. Question de pouvoir valider réellement est-ce que ces pronostics ont été respectés. Moi, je vous remercie déjà d'avoir répondu présent pour ce premier direct. Et on remercie aussi les différents internautes qui nous ont suivis. Et puis, on se dit à très bientôt pour un autre débat.